c'est de la paperasse. Je lui ai versé une provision cet après-midi-là. Le lendemain matin, j'ai passé un seul coup de fil. J'ai appelé mon frère Romain à Amboise, le frère à qui je ne parlais plus depuis 4 ans, le frère dont Bertrand m'avait raconté en tant de petites histoires répétées qu'il avait dit du mal de moi à la dernière communion de ma nièce, des choses que j'avais eu trop honte pour répéter, pour confronter. J'ai appelé Romain à l'atelier et j'ai dit « Romain, c'est Élise ». Et il y a eu un long silence. Et 20 secondes après ce silence, Romain s'est mis à pleurer et il a dit « Élise, j'attends ton coup de fil depuis 4 ans. » Et j'ai dit « Qu'as-tu dit sur moi à la communion d'Anaïs, Romain ?» Et Romain a dit « Élise, je n'ai pas dit un mot sur toi. J'ai demandé à Bertrand pourquoi tu avais maigri. C'est ça que j'ai dit. Je lui ai demandé si tu mangeais. Je suis restée dans ma voiture sur le parking du tribunal, à la rangée la plus éloignée du bâtiment, moteur coupé, vitres fermées, et je n'ai pas pleuré. Mais je veux vous dire quelque chose que je n'ai dit qu'à 2 personnes. Je ne l'avouerai pas à voix haute, je l'avoue ici. Il y a eu un instant, dans cette voiture, où j'ai détesté mon frère pour les 4 années pendant lesquelles il avait laissé filer le mensonge que mon mari avait raconté. Ce n'est pas un sentiment juste. Il n'avait aucun moyen de savoir. Et pourtant il était là. Je ne l'avouerai pas à voix haute, mais je vous le dis parce que je crois que certaines d'entre vous ont aussi détesté la mauvaise personne pendant longtemps. Et il faut que vous sachiez que ça ne fait pas de vous une mauvaise femme. Romain a roulé jusqu'à Tours ce soir-là. Il s'est assis à ma table de cuisine à 22h14 et Bertrand était chez sa sœur à Bordeaux pour un dîner qu'il m'avait dit être professionnel. Et Romain a écouté toute l'histoire sans interrompre, comme il écoutait quand on était enfant, et à la fin il a dit « Élise, tu as besoin de quoi ?» Et j'ai dit « J'ai besoin de toi ici, samedi matin. » Le samedi que j'ai choisi tombait 2 semaines exactement après que l'aspirateur avait été déballé. J'avais invité Bertrand, Hélène, le mari d'Hélène Etienne, et Yamina Belkacem pour un brunch chez nous, présenté comme une réconciliation. J'avais dit à Bertrand que je voulais arranger les choses avec Hélène après une légère tension lors du déjeuner à Bordeaux. Il était ravi. Il avait dit à sa sœur que je faisais des efforts. Hélène est arrivée avec une bouteille de crément de Loire. Étienne, ophtalmologue de 49 ans, est arrivé avec un bouquet de tulipes blanches. Yamina est venue dans un chemisier en lin bleu marine, et Romain s'est assis dans le fauteuil du salon, dans une chemise bleue propre qu'il avait repassée lui-même. L'aspirateur était garé dans le coin de la salle à manger sur sa base, voyant lumineux toujours bleu calme, et j'avais décidé de ne pas le débrancher. La veille, en fait, j'avais posé une petite enceinte portable sur le plan de travail à côté de lui, comme on poserait une carafe d'eau. Je veux vous emmener à travers ce qui s'est passé en 8 couches, parce que 8 est le nombre de couches qu'il a fallu, et j'ai rejoué chacune d'elles dans ma tête tellement de fois que je pourrais les raconter en dormant. Couche 1. J'ai posé une chemise cartonnée fermée sur la table de la cuisine, à côté de la place où je savais que Bertrand allait s'asseoir. Il l'a vu, il a souri. Il a demandé « C'est quoi, ma chérie ?» J'ai dit « Oh, on y viendra. » Couche 2. Il a fait son numéro. Il s'est levé en bout de table, son café à la main, et il a porté un toast à sa fierté pour sa femme, à comment un mariage se construit sur la grâce, à comment Élise lui apprenait chaque jour ce que voulait dire la patience. Les yeux d'Hélène ont brillé. Étienne a tapé sa tasse. Couche 3. Je n'ai pas répondu au toast. J'ai dit « Hélène, avant de manger, j'aimerais que tu regardes quelque chose. » J'ai glissé à Hélène un seul imprimé en travers de la table, le récapitulatif annuel du compte joint avec 46 virements mensuels de 1 400 € surlignés au feutre jaune. Chaque virement vers un compte se terminant par 4892 au nom de H, Marché Aubry. La tasse d'Hélène n'a pas redescendu. Sa main est restée où elle était.
Son visage a fait la chose que les infirmières en soins palliatifs reconnaissent quand le corps fait une chose et le cerveau en fait une autre. Yamina, en face, l'a regardé un battement de trop. Couche 4. J'ai dit « Hélène, j'aimerais que tu écoutes quelque chose. » J'ai appuyé sur lecture sur la petite enceinte. 38 secondes d'audio. La voix de Bertrand, enregistrée dans cette cuisine, seule, sur le deuxième téléphone, parlant à un homme dont je ne reconnaissais pas la voix, expliquant calmement, en serait propre sur le papier d'ici Noël, que la SCI est au nom d'Hélène, donc elle reste hors de la masse à partager, peu importe la procédure qu'elle dépose en premier. L'enregistrement s'est arrêté. Le nom d'Hélène était le troisième mot de la deuxième phrase. Hélène a entendu son propre nom dans la voix de son frère, décrivant une structure financière qu'on lui avait dit, 2 ans plus tôt, n'être qu'un truc fiscal. Le dossier dans le bureau de son frère, celui que Bertrand lui avait dit n'être qu'un truc fiscal, n'était pas un truc fiscal. C'était un parking. Et le de l'acte 1 est tombé en temps réel sur son visage. Parce que l'avenant de refinancement, celui avec ma signature dans la mauvaise pente, était l'acte qui avait constitué la SCI au nom d'Hélène sans mon consentement, et Hélène avait été assurée que ma signature était authentique. Couche 5. Étienne a posé sa tasse de café. Il l'a posée très soigneusement sur la soucoupe. Il a dit, du même ton plat et mesuré dont il lit les pressions intraoculaires sur un tonomètre, « Hélène, il faut qu'on soit très prudent là, maintenant. » Couche 6. Le visage de Bertrand est tombé. Pas effondrement, dégonflage. Un homme dont le charme était un mur porteur, regardant le mur tomber brique par brique, sa bouche s'ouvrant et se fermant une fois, sa main allant à son porte-carte et le tapotant, le petit tic inconscient que j'avais consigné 41 fois en 2 mois. Couche 7. Pour une demi-seconde, j'ai vu le garçon de 11 ans derrière la vitre cassée pour qui sa sœur avait menti à leur père. J'ai vu le garçon qu'il avait été avant de devenir un homme qui construit des pièces avec des micros dedans. J'ai choisi de ne rien ressentir pour ce garçon. Je veux vous dire, parce que certaines d'entre vous m'écoutent maintenant la main sur le cœur, que c'est ce moment-là qu'il faut retenir. Parce qu'il y a une partie de chaque femme dans ce genre de mariage qui veut, au dernier moment, pardonner au garçon. Ne le faites pas. Le garçon a fait l'homme, et l'homme a choisi chaque micro. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo avec la femme de votre vie qui en a besoin ce soir, abonnez-vous pour qu'on se retrouve. Couche 8. Je me suis levée. J'ai pris la chemise cartonnée. Je l'ai portée autour de la table. Je l'ai posée devant Bertrand. J'ai dit « L'aspirateur a tout enregistré, Bertrand. Moi aussi. » La chemise contient le bail du box, l'imprimé bancaire forensique, les enregistrements scellés sur USB datés et une lettre d'une page de maître Constance Verlinde à Tours. Yamina, voulez-vous accompagner Hélène à la porte ? Hélène s'est levée. Elle n'a pas regardé son frère. Étienne lui a pris le coude. Yamina les a accompagnés dans le couloir et jusqu'à la porte, et Romain a fermé derrière eux, et nous 3 sommes restés dans la cuisine, le voyant bleu toujours allumé sur la base de la salle à manger. Bertrand n'a pas parlé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fait son numéro. Il s'est assis à ma table de cuisine, la chemise cartonnée devant lui, et l'air est sorti de lui, et en dessous, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en 11 ans. La peur. Pas pour moi, la peur pour lui-même. Il s'est levé à un moment. Il a fait un tour autour de l'îlot. Il s'est rassis. Il a dit « Élise ». Et j'ai dit « Non ». Je l'ai dit une fois. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas nommé les choses qu'il avait faites. Je ne les ai pas listées. Je les avais déjà listées. La chemise était la liste. J'étais fatiguée, d'une fatigue dont je ne savais pas qu'une personne pouvait l'être. Je me suis assise à ma propre table de cuisine, dans le chemisier en lin rose. Le même chemisier que je portais le matin où il m'avait donné la boîte. Et j'ai senti quelque chose se poser dans mes côtes qui ne s'était pas posé depuis très longtemps, qui n'était pas la victoire.
c'était l'absence de vigilance. C'était la première heure de ma vie en 11 ans pendant laquelle je n'étais pas en train d'être surveillée, et je le savais, parce que la femme qui avait surveillé pour deux avait enfin posé son stylo. Romain a posé sa main sur mon épaule. Il n'a rien dit. Le suspens s'est posé là, dans cette cuisine, dans ce silence, le voyant lumineux toujours allumé, parce qu'à 12h01, alors que Bertrand était toujours assis à ma table, mon téléphone s'est mis à sonner, et l'écran s'est allumé, et le contact disait « Hélène mobile ». J'ai répondu. La voix d'Hélène était toute petite. Elle a dit « Élise, je suis au téléphone avec mon mari et avec mon propre avocat depuis 12 minutes, et je vais signer ce que je dois signer, et je veux que tu saches que je ne savais pas. » Je l'ai cru, en gros. Étienne avait passé 20 ans de mariage avec Hélène à m'apprendre à quoi ressemble un homme tranquille et décent, et ce qu'il avait dit dans ma cuisine. « Hélène, il faut qu'on soit très prudent là, maintenant », était la phrase d'un homme qui savait déjà de quel côté il se tiendrait. Les conséquences naturelles ont commencé cet après-midi-là, et elles ont cascadé pendant 10 semaines sans que j'aie à lever un doigt. Hélène a signé un acte de désistement notarié avant la fin de la journée le lundi, renonçant à tout intérêt bénéficiaire dans la SCI et dans le compte parking. La banque, présentée avec l'acte et les 4 refinancements à signature contestable, a ouvert une enquête fraude et a gelé le compte joint en 72 heures. Le cabinet de promotion immobilière de Bertrand, une enseigne régionale à Tours de 140 salariés et une responsable conformité nommée Brigitte Ozanne, qui attendait depuis 12 ans une raison, a ouvert une enquête interne discrète quand le nom de Bertrand a fait surface, entièrement par ailleurs, dans un litige sans rapport sur un entrepôt à Saumur. Il a été mis en congé administratif dès la 2e semaine. La mère de Bertrand, qui m'appelait chaque dimanche depuis 11 ans pour me demander comment j'allais, n'a pas appelé le 3e dimanche, ni aucun dimanche après. Je n'ai pas couru après. Je lui ai écrit une seule lettre. Je lui ai dit la vérité, factuelle, en 3 courts paragraphes, et je lui ai dit que je ne lui en voulais pas et qu'elle pouvait appeler quand elle serait prête. Elle n'a pas appelé. C'est aussi très bien. La réconciliation sélective ressemble à ceci. Mon frère Romain est revenu. Il est revenu de la manière dont une vraie réconciliation doit revenir, c'est-à-dire avec une excuse précise. Pas « je suis désolé pour ce qui s'est passé », mais « je suis désolé de ne pas avoir pris la voiture en 2022 quand quelque chose ne sonnait pas juste et d'avoir simplement sonné à ta porte ». Je lui ai dit que je lui pardonnais parce que je le pensais. Ma mère m'a appelée depuis sa résidence-service à Tours, le lendemain de la signature d'Hélène, et elle a dit « Élise, je crois que je t'ai dit la mauvaise chose dans le couloir de l'étage quand tu avais 14 ans. » Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré, enfin, pour la première fois en 2 mois, parce qu'elle était la dernière personne dont j'attendais une révision à voix haute. Elle a dit « Un homme qui remarque les choses n'est pas la même chose qu'un homme qui te surveille. » J'aurais dû connaître la différence. Je suis désolée. Yamina est venue ce soir-là avec des tomates. Elle n'a rien dit. Elle s'est assise avec moi sur la terrasse dans le noir, dans 2 chaises pliantes, et elle m'a laissé pleurer le reste. L'acte final n'a pas été une confrontation. L'acte final a été une lettre. 3 semaines plus tard, je me suis assise à ma table de cuisine un mercredi soir, avec Romain à l'autre bout d'un appel vidéo en train de manger des restes de gratin dauphinois, et j'ai écrit une lettre d'1 page à la femme que j'avais été à 14 ans dans le couloir de l'étage, en train de boutonner le chemisier de ma mère. Je l'ai écrit à la main, dans le même penché que ma mère m'avait appris, le penché qui va à droite. Je lui ai dit une seule phrase vraie, qui était l'énoncé philosophique de toute cette affaire, et je veux vous la dire ici aussi, parce que je crois que certaines d'entre vous en ont besoin ce soir. La loyauté sans information n'est que de l'obéissance avec un meilleur éclairage. C'est ça que je lui donnais depuis 11 ans. La loyauté sans information.
J'avais été un témoin fidèle pour un homme qui avait caché les preuves sous le plancher de sa propre maison. Et j'appelais ça la foi. Ce n'était pas la foi. C'était être tenu dans le noir. La vraie loyauté exige le droit de savoir à quoi on est loyal. Et un mariage qui retire ce droit n'est pas un mariage. C'est une longue représentation avec un seul comédien informé. Je ne serai plus la non-informée. Yamina a lu la lettre dans la même chaise pliante de la terrasse, à la dernière lumière rouge d'un soir d'août. Et quand elle a terminé, elle l'a pliée une fois et me l'a rendue. Et elle a seulement dit « Ma fille, te voilà. » L'aspirateur n'est plus là. Je l'ai débranché le soir où Bertrand a quitté la maison, et je l'ai conduit le lendemain matin à la déchetterie de Saint-Pierre-des-Corps. Et j'ai regardé un homme en gilet jaune le porter dans une benne en métal sans cérémonie. La convention de divorce a été signée début août. Bertrand n'a pas contesté la maison. Il n'a pas contesté ma pension du tribunal. Il a pris ce qu'il n'avait pas encore caché, et il a déménagé dans un 2 pièces à Saint-Cyr-sur-Loire. Et Hélène ne lui a pas rendu visite. Et Étienne a déposé tranquillement une demande de séparation à Bordeaux avant la fin de l'été, dont je ne crois pas qu'elle tienne. Je ne pavoise sur rien de tout ça. Je ne poste rien. Je m'assois sur ma propre terrasse le soir maintenant, dans une chaise en bois que mon frère Romain a poncée et revernie pour moi, et je bois un café qui a légèrement refroidi, et j'écoute les bruits de la rue. La rue n'est pas silencieuse. Il y a des enfants 3 maisons plus loin, et un carillon, et la moustiquaire de Yamina, et un chien qui aboie une fois à 18h14 chaque soir quand son maître rentre du travail. Le silence qui est à moi est le silence à l'intérieur de la maison, qui n'est plus indexé. Ce n'est plus que du silence. Je m'appelle Élise Marchais, j'ai 42 ans. Je suis sur la terrasse arrière d'une maison qui est à moi, dans un département où j'ai travaillé 17 ans, dans une région où j'ai été élevée par une femme qui a essayé, et je pense à toutes celles qui m'écoutent en ce moment dans les voitures, les cuisines et les parkings qu'elles n'ont pas envie de quitter. Si quelque chose dans cette histoire a touché, si une partie est posée sur votre poitrine ce soir, voulez-vous me faire une dernière chose ? Dites-moi en commentaire à quoi ressemble votre cuisine quand personne ne l'enregistre. Mettez un pouce bleu si vous avez cessé de laisser quiconque vous documenter. Abonnez-vous, parce qu'il y a des femmes ici chaque semaine dont vous aurez besoin des histoires. Et partagez avec une femme dans votre vie qui est encore remarquée de la mauvaise manière, parce que la différence entre être remarqué et être surveillé est la différence entre un mariage et une transcription. Et je veux que chaque femme qui m'écoute en ce moment sache dans laquelle elle se trouve. Bonne nuit. La lumière de la terrasse est allumée. La porte est ouverte, mais seulement parce que je le veux. Je m'appelle Élise Marchais et j'ai 42 ans, et le matin de mes 42 ans, mon mari a posé sur la table de la cuisine une boîte enveloppée dans du papier bleu nuit qui pesait exactement 7,5 kg, et il m'a dit de faire attention parce que ce qu'il y avait dedans allait changer ma vie. Il avait raison sur l'un de ces 2 points. J'étais à la table de notre cuisine à Tours, en Indre-et-Loire, dans un chemisier en lin rose poudré que j'avais repassé 2 fois parce qu'il l'aimait comme ça, avec un petit bouton en nacre manquant au 3e de haut que je n'avais pas eu le temps de remplacer, et la boîte était fermée d'un fin ruban doré, et il avait posé dessus une carte écrite à la main de son écriture soignée et bouclée. Pour mon Élise, qui mérite d'être en sécurité chez elle. Je veux que vous reteniez cette phrase, parce que 72 heures plus tard, ma voisine Yamina s'est tenue à ma boîte aux lettres et m'a dit 5 mots à voix presque éteinte, et ce qu'il y avait dans la boîte n'était pas le cadeau qu'il prétendait, et ce qu'il y avait sur la carte n'était pas ce qu'il voulait dire. Je vais vous raconter ce qu'il y avait dans la boîte, ce que mon mari faisait depuis 11 mois avant de me l'offrir, et comment une femme qui a passé 17 ans à retrouver ce que les gens croient enfoui, s'est enfin retournée et a regardé ce qui était enfoui dans son propre mariage. Mais avant que je vous ramène au matin où la boîte est arrivée, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous m'écoutez maintenant, que vous soyez en train de plier du linge, de rentrer du travail, ou garé sur un parking que vous n'avez pas envie de quitter tout de suite, abonnez-vous à la chaîne,
parce qu'il y a des femmes ici chaque semaine qui ont vécu une version de ce que je vais vous raconter, et vous aurez envie de les retrouver. Mettez un petit pouce bleu si vous avez déjà ouvert un cadeau d'une personne que vous aimiez et senti, une demi-seconde avant de sourire, que ce cadeau n'était pas vraiment pour vous. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous m'écoutez et l'heure qu'il est chez vous, parce que je veux savoir qui est avec moi ce soir. Maintenant, je vous ramène au début. J'ai grandi dans une petite maison de lotissement en banlieue de Tours. Le genre de maison à moquette beige qui s'éclaircissait dans les passages, et mon père était chef de gare à Saint-Pierre-des-Corps avant de partir en pré-retraite après un infarctus à 58 ans. Et ma mère était secrétaire de mairie jusqu'à ce que sa polyarthrite enfle ses mains au point qu'elle ne pouvait plus tenir un stylo. J'ai un frère cadet, Romain, qui est plombier chauffagiste à Amboise, et nous étions proches jusqu'à ce que nous ne le soyons plus, et je vais y revenir. Ce qu'il faut comprendre de la maison où j'ai grandi, c'est la règle que personne n'a jamais formulée à voix haute. Ce qui n'allait pas, restait derrière la porte d'entrée. Ma mère avait une formule pour ça. Elle souriait son petit sourire serré et elle disait « Élise, ma chérie, on n'étale pas. » Et quand j'avais 14 ans, dans le couloir de l'étage, ses mains trop enflées pour gérer ses propres boutons, elle m'a laissé la préparer pour la messe un dimanche matin, et elle m'a dit une chose que j'ai portée pendant 28 ans comme une boussole. Elle a dit « Élise, tu choisiras un homme qui remarque les choses. Pas un homme qui regarde, un homme qui remarque. » Je croyais connaître la différence. Je croyais avoir épousé un homme qui remarquait. Je n'ai pas compris avant longtemps que l'homme que j'avais épousé me remarquait à la manière dont un pêcheur remarque un poisson. Pas par amour, mais par le désir patient de savoir exactement quand ferrer. J'ai rencontré Bertrand à 30 ans, à un mariage d'amis à Saumur, et il m'a dit 3 choses pendant notre première conversation. Qu'il était très proche de sa sœur, qu'il pensait qu'un mariage devait être une équipe, et qu'il détestait la malhonnêteté plus que tout autre péché. Je l'ai épousé à 31 ans, à la mairie du 3e arrondissement de Tours, dans une jupe tailleur beige, avec Romain pour témoin, et la sœur aînée de Bertrand, Hélène, comme témoin pour lui. Pendant 11 ans, j'ai construit ma carrière au tribunal judiciaire de Tours, généalogiste successoral agréé, dans le bureau du 3e étage, où je remontais des arbres généalogiques sur 5, parfois 6 générations, pour les notaires de toute la région. Je suis la femme qu'une vieille dame de Chinon appelle quand un promoteur prétend qu'elle n'a pas droit à la part successorale de la ferme familiale. Et 4 mois plus tard, je prouve une réserve de 1912 qui lui sauve 7 hectares. Je sais lire ce que les gens laissent derrière eux sans le vouloir. Je gagne 2200 € net par mois. Bertrand gagnait plus. Et dès la 2e année de notre mariage, il a insisté pour que tous nos revenus tombent sur un compte joint qu'il gérait, parce qu'il était, son mot, meilleur avec les chiffres. 11 ans de salaire. 11 ans à verser tout ce que je gagnais sur un compte courant dont je n'avais jamais vu un relevé annuel complet. Je me disais que c'était de la confiance. Je me disais que c'était à ça que ressemblait un mariage. La première fois que j'ai senti quelque chose de froid bouger sous mes côtes, c'était un mercredi pluvieux 2 mois avant mes 42 ans, quand je suis rentrée et que la table de la cuisine était couverte de paperasses de prêts immobiliers et que Bertrand parlait au téléphone, son 2e téléphone, et qu'en me voyant, il a souri et posé l'appareil face écran sur le plan de travail, et l'écran était allumé, et le contact disait « Hélène Mobile », mais l'appel était toujours en cours, et le minuteur indiquait 11 minutes et 41 secondes. Et Hélène habitait Bordeaux, et je ne l'avais pas entendu prononcer son nom une seule fois pendant cet appel. Je n'ai pas demandé. Je suis allée faire couler un bain. Je me suis assise sur le rebord de la baignoire. Et je veux que vous sachiez, parce que je pense souvent à ça maintenant, il y a eu un moment ce soir-là où j'ai failli regarder ce 2e téléphone, et je ne l'ai pas fait. Si vous avez déjà eu ce moment où vous avez failli regarder et vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas faible, vous êtes loyal. Ce ne sont pas la même chose, et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire,
c'est parce que j'ai dû apprendre la différence. Si quelque chose résonne pour vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo avec une femme dans votre vie qui en a besoin, et abonnez-vous pour qu'on puisse se retrouver. On n'est pas au bout. Le lendemain matin, Yamina Belkacem m'a apporté des tomates. Yamina habitait 2 portes plus loin sur la rue. Elle avait 61 ans, infirmière en soins palliatifs à la retraite, veuve à 53 ans, le genre de femme qui faisait la même boucle à 6 heures du matin, dans le même tablier en jean, avec ses gants de jardin glissés dans la ceinture. Elle avait accompagné 217 patients en fin de vie dans sa carrière. Et le truc avec une infirmière en soins palliatifs, c'est qu'elle a vu un visage humain faire tout ce qu'un visage humain peut faire sous pression. Et il n'y a pas d'expression que vous pouvez lui montrer qu'elle n'ait pas déjà vue. Elle m'a apporté un bocal de tomates cerises ce matin-là, et elle est entrée dans le hall, et elle s'est arrêtée, à peine, et elle a regardé le couloir vers la cuisine, et ses yeux ont fait quelque chose que je n'ai pas compris avant longtemps. Ils ont compté. Elle a compté quelque chose dans ce couloir. Puis elle s'est tournée vers moi, elle m'a serré la main une fois, et elle a dit « Ma fille, tu me dis si quelque chose te paraît un jour bizarre dans cette maison. » J'ai ri et j'ai dit « Yamina, ma maison est très bien. » Et elle a dit « Bien sûr. » Et elle est partie. Cet après-midi-là, j'étais à la table de la cuisine, en train d'ouvrir le courrier, et un avenant de refinancement immobilier était arrivé, adressé aux 2 époux, avec ma signature en bas à l'encre bleue, et le penché était faux. Il était presque le mien. Il penchait un tout petit peu à gauche, là où le mien penche à droite. Et la boucle du E majuscule était plus serrée que je ne la fais. Et je suis restée assise 1 minute entière à tenir cette feuille avec mon café qui refroidissait. Et Bertrand est entré par la porte de derrière, a vu la feuille dans ma main, a traversé la cuisine en souriant et a dit « Oh, ma chérie, c'était le blocage de taux. Tu l'as paraffé au comptoir il y a 3 mois. Tu étais fatiguée, tu te rappelles ?» Je ne me rappelais pas. Mais je suis épouse depuis 11 ans et fille depuis 42 ans, et je savais comment faire à mon visage ce que ma mère avait toujours fait faire au sien. J'ai souri. J'ai dit « Oui ». J'ai posé la feuille. Je lui ai servi un verre d'eau pétillante. À l'intérieur de ma poitrine, quelque chose s'est mis à prendre des notes. Le matin de mes 42 ans, 3 semaines plus tard, Bertrand m'a tendu la boîte. Il l'a posée sur la table de la cuisine à 2 mains. Il a embrassé le sommet de ma tête. Il a dit « Pour mon Élise, qui mérite d'être en sécurité chez elle. » J'ai défait le papier bleu nuit. Dedans, un aspirateur connecté, le modèle haut de gamme, celui avec 4 caméras, un réseau de micros et un compte cloud Wi-Fi qu'il avait déjà configuré. « Le quartier change, ma chérie, » a-t-il dit. « Je veux te savoir en sécurité quand je suis au bureau. » Il l'avait installé lui-même, dans le coin de la salle à manger, contre le mur derrière le buffet, et le voyant lumineux était déjà allumé. Je l'ai remercié. Je lui ai préparé des œufs brouillés. Il est parti au bureau pour ce qu'il a appelé « un truc rapide » ce samedi. Et dès que sa voiture a quitté l'impasse, je suis allée au buffet, j'ai débranché tranquillement la base de l'aspirateur de la prise, sous prétexte que je devais passer derrière, j'ai retourné l'appareil sur un torchon de cuisine, et au dos d'une liste de courses au crayon, j'ai noté le numéro de modèle, le numéro de série et l'IMEI cellulaire imprimé en dessous, parce que 17 ans de généalogie successorale m'avaient appris une chose. Si un objet doit servir contre vous au tribunal, vous notez d'abord le numéro qui l'identifie. Cet après-midi-là, à 16h12, je suis sortie à la boîte aux lettres, et Yamina était debout sur le trottoir avec ses gants de jardin, et elle a jeté un coup d'œil à ma porte d'entrée, et elle a fait un demi-pas vers moi, et elle a dit 5 mots à voix presque éteinte. Il enregistre absolument tout, ma fille. Ma main était sur le couvercle de la boîte aux lettres. Le métal était brûlant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas changé de visage. J'ai dit, très doucement, « Depuis combien de temps tu sais, Yamina ?» Et elle a dit, « Presque 1 an, ma fille, presque 1 an. »
Je lui ai demandé, du même calme, ce qu'elle avait vu. Et Yamina Belkacem, qui avait accompagné 217 patients en fin de vie, qui avait vu un visage humain faire tout ce qu'un visage humain peut faire sous pression, a regardé ma porte d'entrée un battement de trop et a prononcé la phrase qui a mis fin à la femme que j'avais été pendant 11 ans. Elle a dit « Ma fille, ce n'est pas le premier ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a raconté qu'en octobre dernier, 8 mois plus tôt, elle arrachait à 6 heures du matin quelques pieds de tomates trop hauts contre la clôture, et elle avait vu Bertrand sortir de notre maison avec un petit sac de sport gris et le mettre dans le coffre de sa voiture, pas sur la banquette arrière, pas dans la cuisine, dans le coffre, et il était parti avec, et 4 jours plus tard, il avait rapporté le même sac à la maison, non par la porte d'entrée, mais par la porte du garage. Elle m'a dit qu'elle s'était convaincue pendant presque 1 an que ce n'était pas son affaire. Elle m'a dit qu'elle avait eu tort. Je suis rentrée dans ma propre maison et je me suis tenue dans le salon avec les lampes éteintes et j'ai regardé le buffet de la salle à manger et le voyant de la base de l'aspirateur brillait du même bleu calme depuis 7 heures du matin et j'ai compris que la base brillait parce qu'elle écoutait. La première chose que j'ai faite, c'est rien. Parce que la première chose qu'on fait en généalogie quand on trouve un faux en signature, c'est qu'on ne le dit pas à voix haute. On se tait. On fait une copie, on note la cote, on remet le dossier exactement à sa place sur l'étagère. Sur les 10 jours suivants, j'ai traité ma propre maison comme un dossier de succession. J'ai ouvert un fichier de recherche sur un tableur fourni par le tribunal, le même que j'utilisais pour les réserves minières de 1930, et j'ai fait des colonnes. Date, heure, observation, détails vérifiables, source. J'ai consigné les mardis après-midi que Bertrand n'arrivait pas à justifier. J'ai consigné les jeudis qu'il disait débordés. J'ai consigné le 2e téléphone, qui ne traînait plus sur le plan de travail comme avant, et vivait désormais dans son attaché case, qu'il enfermait chaque soir dans le placard de son bureau à la maison. J'ai consigné le moment, un mercredi, où je vidais ses poches de costume avant le pressing, et où j'ai trouvé un reçu plié pour un box de stockage à Saint-Avertin, à son nom seul, loué 11 mois plus tôt, 1 mois avant le sac de sport que Yamina avait vu. Je n'ai pas confronté, je n'ai pas demandé. Je lui ai servi le café du matin, je lui ai posé des questions sur sa journée. Je lui ai préparé son saumon comme il l'aimait, à peine cuit au cœur, et je l'ai écouté me dire qu'il m'aimait pendant que j'étais assise face à lui, à notre table de cuisine, avec un fichier de recherche ouvert dans un autre onglet sur l'ordinateur portable dans mon sac. La campagne de dénigrement avait déjà commencé, et je ne l'avais pas comprise comme telle, parce qu'elle était si douce. Il avait commencé, doucement, devant sa sœur, devant ses collègues, devant sa mère au téléphone, à raconter de petites histoires sur comment Élise était un peu ailleurs ces temps-ci, comment Élise avait oublié la date de notre anniversaire de mariage cette année, comment Élise était tellement fatiguée, le tribunal c'est trop pour elle. Rien n'était vrai. L'anniversaire que je suis censée avoir oublié, je l'avais retenu 3 semaines à l'avance et j'avais réservé une table que c'est lui qui avait annulée. La fatigue était la fatigue d'une femme dont le corps avait su, avant l'esprit, que quelque chose n'allait pas. J'ai compris plus tard, après, qu'il posait les fondations. Il narrait, à toutes les personnes de notre entourage, la version de moi qu'il aurait besoin qu'on croie 6 mois plus tard, quand il déposerait le divorce. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que je crois que c'est le moment où certaines d'entre vous se sont penchées en avant dans leur cuisine ou leur voiture. J'aimerais vous demander quelque chose honnêtement. Si vous m'écoutez et qu'une partie de vous a reconnu le 2e téléphone, ou les petites histoires racontées doucement sur vous devant sa famille, ou le cadeau qui venait avec des ficelles que vous sentiez sans les voir, voulez-vous me dire en commentaire, maintenant, à quel moment vous avez commencé à prendre des notes? Pas le moment où vous êtes parti, le moment où vous avez commencé à écrire. Je veux savoir qui est avec moi dans ça. L'objet déclencheur est arrivé un vendredi. Je suis rentrée du tribunal à 17h14 et il y avait une enveloppe sur le plan de travail, à mon nom,
de la banque, avec un bord perforé. Bertrand prenait sa douche. J'ai ouvert. C'était le récapitulatif annuel du compte joint, le genre que la banque envoie automatiquement quand un solde franchit un certain seuil. Je n'en avais jamais vu. Je me suis assise à la table. J'ai lu. 46 mois de virement de 1 400 € chaque mois, le 18, vers un compte se terminant par 4 chiffres que je ne connaissais pas, au nom de H, Marché Aubry. Hélène. 64 400 €. Plus, 8 mois plus tôt, un retrait isolé de 15 000 € qu'il m'avait dit être l'acompte sur la toiture. Et la toiture de notre maison était la même toiture qu'à l'emménagement. Je suis allée à la salle de bain et je lui ai dit, calmement, que je devais filer à la pharmacie, et il m'a embrassé le front à travers le rideau de douche et m'a dit de faire attention sur la route. J'ai conduit jusqu'au tribunal. Je me suis laissée entrer avec mon badge en dehors des heures. Je me suis assise à mon bureau du 3e étage, sous la lampe à abat-jour vert, où j'avais passé 17 ans de ma vie, et je me suis connectée au portail de la banque, avec les identifiants joints que Bertrand avait créés il y a 4 ans et n'avait jamais mis à jour, et j'ai exporté chaque relevé, chaque virement, chaque image de chèque, sur 48 mois, sur une clé USB. J'en ai imprimé 11 à la photocopieuse du couloir, avec la porte fermée à clé. Je suis rentrée avec la liasse dans une chemise cartonnée sous le siège passager, et Bertrand regardait un match de Ligue 1 dans le canapé, et il m'a demandé pourquoi ça avait pris si longtemps, et j'ai dit que la file à la pharmacie était interminable. Je me suis assise à côté de lui. Je l'ai laissé poser sa main sur mon genou. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Saint-Avertin. La gérante du box était une femme aux cheveux gris striés et à des lunettes au bout d'une chaîne. Et je lui ai présenté mon livret de famille et une lettre notariée que j'avais rédigée le matin même au tribunal sur papier en tête. Et elle m'a regardé une longue seconde et a dit « Ma petite dame, voulez-vous une chaise d'abord ?» J'ai dit non. Elle m'a guidée dans un long couloir jusqu'au box numéro 147 et l'a ouvert pour moi. Et à l'intérieur, sur une table pliante, il y avait un 2e ordinateur portable, 2 concentrateurs de surveillance, un disque dur étiqueté de son écriture et un carton à archives. Le carton à archives était rempli de fichiers audio classés chronologiquement sur 11 mois, étiquetés par date et par pièce de ma maison. Cuisine 1204, chambre 1204, couloir 1204. À côté du carton, un dossier. Dans le dossier, 4 actes de refinancement portant ma signature dans la même écriture penchée du mauvais côté, et un projet de convention de divorce daté de septembre, listant comme bien commun uniquement la maison et ma pension de retraite du tribunal, et listant comme bien propre une SCI dont je n'avais jamais entendu parler, qu'il avait constituée 8 mois plus tôt au nom d'Hélène. Je n'ai pas pleuré dans ce box. J'ai fermé la porte. Je suis rentrée. J'ai préparé le dîner. Je l'ai servi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Et alors que je rinçais les assiettes ce soir-là, le dos tourné au buffet de la salle à manger, le voyant lumineux toujours bleu calme, j'ai fait une liste dans ma tête, dans le même format colonne que mon fichier de recherche. Colonne 1, date. Colonne 2, action. Sur les 4 jours suivants, j'ai préparé la chose comme on prépare un mémoire de 47 pages, c'est-à-dire méthodiquement et sans dire à personne ce qu'il y avait dedans. Je suis allée voir une avocate spécialisée en droit de la famille à Tours, maître Constance Verlindeux, 64 ans, qui avait passé 30 ans dans ce genre de dossier, et je suis restée 2 heures dans son bureau, et j'ai étalé le tableur, les relevés bancaires, les photos du box, les étiquettes des fichiers audio et les 4 actes de refinancement. Elle a tout lu une fois, lentement, puis elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Ma petite dame, vous avez déjà fait le plus dur. Le reste,